Aujourd'hui, je reçois Pierre Conessa dans le cadre de la sortie récente de son livre État des lieux du salafisme en France, paru aux éditions L'Aube. Alors bonjour Pierre Conessa, vous êtes essayiste et ancien haut fonctionnaire de la Défense. Alors je voulais, pour planter le décor, vous poser une première question assez simple. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui de faire un état des lieux du salafisme en France ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'étais depuis un certain temps préoccupé par cette espèce de terrorisme qui semble spontané dans le tissu social français euh, et dont on ne comprend pas toujours l'accroche avec le contexte international. Bon. Vous savez parfaitement que Samuel Paty a été décapité par un Tchétchène et que Philippe Bernard a été tué par un Ingouche. Un Ingouche. On ne peut pas dire que ce soit un lien direct, si vous voulez, avec la situation internationale. Donc en fait, je suis parti donc à l'envers en me disant tous ces gens-là baignent dans une espèce de contexte salafiste qu'il est parfois très difficile de poursuivre sur le plan pénal, puisque, si vous voulez, l'échange d'idées n'est pas en soi répréhensible. Donc, j'ai pris le problème à l'envers, c'est-à-dire j'ai considéré qu'il y avait un continuum entre les manifestations salafistes, c'est-à-dire les manifestations de rupture du consensus républicain, jusqu'à l'État terroriste, qui est la phase finale, si vous voulez. Les manifestations de rupture constituant en quelque sorte le terreau d'un discours de la victimisation. Vous voyez, on oblige nos femmes à enlever leur tchador, on les empêche d'être voilées dans la rue. Enfin, vous imaginez tout ce discours victimaire qui est instrumentalisé par les salafistes, qui eux-mêmes ne s'exposent pas directement, hein, souvent. C'est-à-dire qu'ils prennent une personnalité fragile. On l'a vu avec ce jeune type qui vient de tuer un touriste allemand et a blessé deux femmes. C'est une espèce de discours de la victimisation qui a prise, si vous voulez, sur un certain nombre de gens qui finalement, à la limite, passent à l'acte. Et donc, le postulat était de passer du séparatisme au terrorisme. Si on traite les deux séparément, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, j'avais appelé ce bouquin Si grave parce que j'entends tellement de choses, de gens qui me disent que tout ça, c'est pas très grave, que c'est pas de notre faute, qu'il y ait des élèves qui contestent les enseignants, qu'il y ait des gens qui refusent d'être soignés par un médecin homme, etc. Moi, j'ai tendance à penser que c'est très grave, justement. Et donc, l'éditeur n'a pas voulu qu'on garde ce gros titre. Si grave. Pourtant, c'est ça la question. Alors vous parlez au début de votre livre, vous évoquez l'affaire Mera, vous dites que ça représente un peu un point de bascule sur ce sujet du salafisme en France. Alors je voulais vous demander, depuis, après les affaires Paty, les affaires plus récemment Dominique Bernard, le Bataclan, Nice, et je vais pas citer tous les exemples, il y en a beaucoup. Depuis l'affaire Mera, comment les choses ont changé? Est-ce que les choses ont évolué? L'affaire Mera, j'ai considéré que c'était un point de rupture parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent simultanément. La première, c'est qu'il va tuer dans une école juive un parent d'élève et des enfants. Bon, les directs, hein, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté, il les tue de sang-froid. Bon. Ensuite, il a tué un autre musulman, le fils de madame, de cette dame qui se bat contre le salafisme, qui était un militaire français. Il le fait venir pour soi-disant lui acheter son scooter. Et puis, en fait, il l'assassine de sang-froid. Et puis ensuite, vous connaissez la suite, bon, il va continuer à tuer. Donc, si vous voulez, c'est une rupture dans le sens où, effectivement, on a une espèce de manifestation de terrorisme totalement national, qui ne cherche pas du tout à argumenter avec une crise Israël ou je ne sais quoi, et qui va tuer, dans l'ordre, évidemment, un musulman républicain, le fils de cette dame indienne, ensuite de tuer de sang-froid trois juifs, et puis ensuite, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je ne cherche pas à expliquer tout ça par le contexte international. On a là quelque chose, si vous voulez, qui est totalement spécifiquement français. C'est pour ça qu'il faut prendre ces manifestations de rupture, de séparatisme, comme une manifestation de quelque chose. Si vous voulez, la France est le pays qui a la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté vietnamienne. Or, nous avons des problèmes avec une partie de la communauté musulmane. Donc, il ne faudrait pas renverser la charge de la preuve. La charge de la preuve, c'est pourquoi une partie de la communauté musulmane refuse de s'intégrer. Et ce n'est pas la République qui est responsable de ça, c'est leur posture à eux. Donc, c'est pour ça que je lie, si vous voulez, manifestations séparatistes et actes de violence. Et comment est-ce que le traitement de ces sujets-là a évolué en France et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a progressé ou au contraire, est-ce qu'on végète un petit peu dans le traitement de ces affaires, hein, sur le plan juridique et autres?
Ben, pendant longtemps, on a cherché des faux fuyants, c'est-à-dire, bon, je parle même pas de Mélenchon, si vous voulez. Mais on a eu souvent des gens qui expliquaient, après tout, est-ce si grave, est-ce que vous avez raison de mal relier ça à autre chose, etc., etc. Et donc, à chaque fois, il y avait l'inscription, si vous voulez, d'un discours de pardon, parce que on semblait dire que les musulmans étaient plus maltraités que les autres dans la société française. Bon, encore une fois, la preuve n'est jamais apportée. Hein. Vous avez des Français de culture musulmane qui travaillent dans tous les domaines de la société et ceux-là ne viennent pas se manifester. Alors, l'ambiguïté, effectivement, par rapport à la communauté musulmane, c'est que comme on a ce séparatisme agressif, voire ce terrorisme musulman, à chaque fois qu'il y a un épisode de cette nature, on a tous un peu tendance à se tourner vers un Français de culture musulmane qu'on connaît pour lui poser la question. Mais en même temps, il vous répond, mais attendez, moi je suis de français de nationalité, pourquoi me posez-vous la question à moi? C'est-à-dire, on le renvoie dans une part de responsabilité qu'il aurait à supposer avec la manifestation terroriste. On voit bien que c'est une situation qui les met en porte-à-faux. Et de la même façon qu'aujourd'hui, si vous voulez, toutes ces manifestations d'antisémitisme qui se manifestent avec des tags à droite, à gauche, etc., ce n'est plus l'extrême droite, hein, contrairement à ce qu'on pense. C'est un antisémitisme islamiste. Là, cette fois, effectivement, pour expliquer que les pauvres Gazaouis sont massacrés par les Israéliens. Donc on peut adhérer à cette thèse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il transpose sur le terrain français des manifestations d'antisémitisme qui foisonnent à milliers. Bon, donc vous voyez qu'il faut faire attention. Moi, je suis un peu atterré par la faiblesse du débat politique français. Quand il y a eu la manifestation de soutien après l'assassinat de ce jeune d'abord, on a commencé à cacher les noms, les prénoms des types qui avaient tué un seul type. Bon, déjà, vous voyez un peu l'état de débilité mentale de nos décideurs. Et puis ensuite, quand il y a eu une manifestation, si vous voulez, on sait tous, personne n'a fait de minute de silence. Après, ils ont fait une minute de silence à l'Assemblée pour le Nawel, mais ils n'ont pas fait de minute de silence pour les jeunes types français qui avaient été assassinés. Donc, si vous voulez, on est dans une espèce comment dire, de repentance qui rend les choses totalement incompréhensibles pour la majorité des Français. Et donc, il y a un moment où il faut arrêter ce genre de choses et puis appeler un chat un chat. Quand un type est assassiné parce qu'il est blanc, il faut le dire. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas la peine de cacher les prénoms des types qui sont venus assassiner ce jeune Thomas, si vous voulez. C'est prendre les Français pour des imbéciles ou des débiles, si vous voulez, pour être plus prudent. Mmh. Alors, à la lumière de l'actualité encore plus récente, vous l'avez évoqué en introduction de cet entretien, avec ce nouvel attentat survenu samedi soir, qui a causé la mort d'un touriste à Paris. Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, met en exergue les raisons psychiatriques de ce passage à l'acte. Et ça, c'est aussi un sujet auquel vous faites référence dans votre livre, à savoir le dilemme qu'il y a quand voilà, il y a un passage à l'acte et que c'est sous couvert de troubles psychiatriques. Comment est-ce qu'on traite ces situations-là? La question se pose, est-ce qu'on les enferme dans des hôpitaux psychiatriques ou des prisons finalement? Moi, j'ai tendance à penser, si vous voulez, que toute radicalisation religieuse ou politique est une forme de maladie psychiatrique, puisque c'est la vision du monde avec une explication monologique qui aboutit à ce que désigner des gentils et des méchants, si vous voulez, comme si le monde était simplement dessiné. On pouvait être maoïste à une certaine époque, rappelez-vous, c'était le grand capital qui était responsable de tout. Bon. Et quand on le voit sur les diplomaties religieuses, sur les radicalismes religieux, on s'aperçoit que c'est exactement la même problématique qui se dessine partout. En quelques mots, j'ai écrit un bouquin sur les radicalismes religieux parce que j'étais frappé, si vous voulez, par la similitude des comportements. Bon, évidemment, la première similitude, c'est que tout à coup, là, dans les années 80, on pensait qu'il y avait un retour du religieux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un radicalisme aujourd'hui dans toutes les grandes aires religieuses. Bon. Donc, il y a un phénomène qui est comparable partout. Et comment se passe-t-il? D'abord, c'est une espèce de renaissance, c'est-à-dire qu'un homme qui se convertit, tout à coup, retrouve une raison de vivre. Vous le voyez avec ce jeune type qui a assassiné des touristes sur le pont de Grenelle. Il est d'une famille chrétienne. Et ses parents ont constaté qu'à un certain moment, il se convertissait à l'islam et qu'il se convertissait à l'islam le plus radical. Bon. Qu'est-ce qui caractérise ces radicalisations? C'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. Pourquoi insister là-dessus? Parce que vous avez des individus qui disent, moi j'ai reçu le message directement de Dieu. Il n'est pas passé par le pape, il n'est pas passé par le métropolite. Et donc ces pratiques religieuses sans hiérarchie sont des pratiques religieuses qui autorisent n'importe quel individu à dire, j'ai reçu un mandat divin, et donc je vais assassiner l'épicier du coin, je vais assassiner un juif, je vais assassiner... Vous voyez ce que je veux dire?
Ça, c'est l'autre caractéristique. Et la troisième, évidemment, c'est que ça se construit sur un discours victimaire qui va légitimer la violence. C'est-à-dire, on le voit effectivement avec cet attentat sur le pont de Grenelle, puisqu'il a crié Allahu Akbar pour venger les musulmans, mais il ne désignait pas quels musulmans c'était. C'était en général, quoi. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est assez préoccupant comme évolution, mais on voit bien que dans la crise de Gaza, vous avez deux radicalismes face à face. Vous avez évidemment le Hamas, ça c'est un groupe qui effectivement n'hésite pas sur les méthodes, mais vous avez en face Netanyahou et les juifs radicaux qui continuent à implanter des colonies sauvages en Cisjordanie. Ces colonies sauvages sont protégées par l'armée israélienne, avec des routes accessibles uniquement pour les militaires. Et donc, là, il y avait une carte très intéressante du monde diplomatique qui montrait que la Cisjordanie était devenue un archipel, que c'était ingouvernable. Donc, on a bien, si vous voulez, face à face deux groupes ou deux idéologies qui s'excluent l'une l'autre. Et il ne faut pas en accuser une en particulier. Il faut bien se rendre compte que de toute façon, aujourd'hui, regardez, pour 1200 ou 1300 Israéliens tués, on doit être à 10 000 Gazaouis tués, et puis parmi lesquels beaucoup d'enfants. Donc, on est dans quelque chose où comment dire, la victimisation amène l'excuse derrière en disant, mais oui, si on réplique comme ça, vous voyez bien qu'on est en train de partir vers un massacre. Donc c'est pour ça que je reste au-dessus de tout ça. Quand je commence les conférences, j'explique que je suis ni juif, ni arabe, ni catholique orthodoxe, ni catholique romain, etc. Ni bouddhiste. Parce que même les bouddhistes et les hindouistes s'y sont mis. Bon. Donc, c'est désespérant. Et on a donc tous ces radicalisés en France. Vous évoquez un concept dans votre livre, pardon, les expulsés inexpulsables. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et le rôle des ONG aussi là-dedans? Alors il y a quelque chose effectivement qui m'a beaucoup frappé, c'est que si vous voulez, dans la vie politique française, les ONG droits de lobbyistes se sont beaucoup impliqués pour faire accueillir des réfugiés, pour protéger des populations soumises, etc., etc., etc. Donc, ils ont occupé une espèce de fonction de, comment dire, de règle morale, de puissance morale, si vous voulez, qu'il fallait écouter. Et puis, au fur et à mesure que les crises se sont complexifiées, on s'est aperçu qu'il y avait les ONG droits de l'hommiste parisiennes et les ONG de terrain. Les ONG de terrain étant celles qui connaissaient mieux, si vous voulez, la situation locale, alors que celles de Paris étaient défenseurs des principes, c'est-à-dire la réalité importait moins que la défense des principes. Je vous en cite un exemple. Quand il y a eu la crise en Somalie, vous vous souvenez, dans les années 94, il y avait des chefs de guerre qui pillaient l'aide humanitaire, donc on s'est dit, il faut faire quelque chose, c'est scandaleux, etc., etc. Et en fait, le Broman, patron de MSF, avait des équipes sur place et ces équipes sur place disaient mais les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas l'aide internationale, ils la distribuent dans leur clan. Donc, il faut augmenter le volume et si on augmente le volume, on affaiblit une partie de la violence. Bon. Et pendant qu'il est en train de plaider cette cause, Kouchner, lui-même ancien humanitaire devenu ministre, décide l'intervention militaire. Bon. Et là, il y a des tas d'exemples. Par exemple, la famille Borouchkov, vous savez, la famille du type qui a assassiné le professeur Philippe Bernard, devait être expulsée. Le père était déjà expulsé. Le reste de la famille devait l'être, dont le fameux enfant. Bon. Ce sont des ONG qui sont opposées à l'expulsion. Et vous vous rendez compte de la responsabilité qu'elles ont, puisque aucune ne s'est excusée de s'être bourrée à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il n'y a absolument aucune. Ils sont comme les intellectuels Tefal, c'est des ONG Tefal, aucune critique n'accroche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans quelque chose qui est très inquiétant, parce que ce sont des ONG parisiennes, ce ne sont pas des ONG de terrain. Si les gens, par exemple, qui connaissent la situation en Tchétchénie, savent très bien que tous les Tchétchènes ne sont pas des victimes. La meilleure preuve, c'est que la famille Anzorov, si vous voulez, quand le jeune type a décapité Samuel Paty, le père l'a félicité, puis ensuite ils sont repartis en Tchétchénie. Alors on se dit, bon, j'aimerais bien avoir leur dossier à la Commission nationale du droit d'asile. Vous voyez, donc on est dans quelque chose qui est assez bouleversant, parce qu'on a vraiment l'impression que ce sont des chocs culturels qui n'ont aucun rapport avec une réalité. La réalité importe moins que la théorie, quoi, ou que les principes. Alors pour finir, je voudrais vous demander comment est-ce que le droit français doit s'adapter ou se restructurer pour appliquer de justes peines ou bien expulser les personnes qui sont supposées être expulsées. Effectivement, en tout cas pour ce qui concerne les OQTF, vous avez raison de rappeler ce phénomène aberrant. C'est qu'un individu terroriste condamné par la justice française, qui sort de prison, qui a été déclaré expulsable par la justice française, est inexpulsable au regard du droit européen. Ça veut dire que ce type qui est logé, nourri, blanchi par la République est mieux traité qu'un SDF français. Tout ça à cause d'une jurisprudence européenne, là aussi, parce que vous avez des théoriciens à la Cour européenne de justice qui sont des gens qui disent « Ah, il ne faut pas expulser un type qui risque d'être menacé chez lui. » Bon.
Ça veut dire que ce terroriste, qui est souvent, vous savez, la caractéristique de l'islam aujourd'hui, c'est que les pratiquants les plus radicaux, ils préfèrent venir expliquer dans les démocraties que le style de vie de l'islam est meilleur. C'est parce qu'on a vécu avec les islamistes algériens. Bon. Comment voulez-vous dire que les Algériens vont les récupérer? Mais ils sont très contents qu'on les ait en France. Parce que, évidemment, eux, ils les considèrent comme dangereux. Donc, cette jurisprudence est aberrante dans son principe. Et encore une fois, je ne vois pas pourquoi c'est les Français qui doivent supporter, si vous voulez, l'existence de ces individus sur le sol national, parce qu'il y a des juristes bruxellois, si vous voulez, qui ont posé ce principe. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut changer. La deuxième chose, évidemment, vous voyez qu'il y a la nouvelle loi immigration. Donc, on est en train de prendre en compte le fait qu'effectivement, le droit d'asile, la sécurité des personnes et l'accès, si vous voulez, sont des choses qui sont assez fondamentalement différentes. Vous savez qu'à un moment, un type qui demandait l'asile en France, quel que soit son statut, avait droit, il y avait 9 voies de recours possibles. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il était encore là, si vous voulez, et puis après, on lui disait, ah non, vous n'avez pas le droit. Donc, vous voyez que c'était plus possible de l'expulser. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Et je crois qu'il y a un certain nombre de pays, d'ailleurs, qui l'ont traité avec des choses, avec des méthodes assez surprenantes, hein, pour les Anglais qui voulaient exporter leur filière comment dire, administrative au Rwanda. Ouais, on est dans des situations qui sont complètement aberrantes. Tout ça parce qu'on est enfermé dans un cadre juridique. Regardez le cas, le cas des Américains après le 11 septembre. Quand ils envahissent l'Afghanistan et l'Irak, ils font des prisonniers, mais ils les mettent à Guantanamo. Ils les mettent pas aux États-Unis, parce qu'à Guantanamo, c'est pas le droit américain. Donc, il y a encore des gens qui sont prisonniers à Guantanamo qui n'ont jamais été jugés. Donc, il y en a assez de cette hypocrisie, si vous voulez. Ou bien on les juge ou on les juge pas. Et si on les juge, on applique la sanction. On arrête de faire du droit de l'homisme, si vous voulez, aberrant, quoi. Bien, Pierre Conessa, donc je le rappelle, vous avez écrit État des lieux du salafisme en France aux éditions L'Aube. Et peut-être pour conclure, si vous pouvez nous parler, je sais que vous avez récemment réalisé un documentaire, alors sur un autre sujet en l'occurrence, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement? C'est un documentaire que j'ai fait pour illustrer un bouquin précédent qui s'appelait Vendre la guerre. Parce que, si vous voulez, après la guerre du Koweït et après la disparition de l'URSS, les plateaux télé se sont peuplés de gens qui venaient expliquer pourquoi il fallait envoyer du militaire à droite et à gauche, etc. Et donc, c'est ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire tous ces gens qui viennent sur les plateaux télé pour dire je rentre de tel endroit, je connais les gentils, je connais les méchants. On ne peut pas ne pas. Bon. Donc, et puis alors, ils n'y vont pas eux-mêmes, hein. C'est ni Hemingway, ni Malraux. Bon. Et donc, ces gens-là, ils veulent. Il y a une question que je me suis posée dans le documentaire, mais ils l'ont pas gardée, je crois, c'est comment BHL fait-il pour avoir toujours une chemise aussi blanche, quel que soit le lieu de crise dans lequel il est. Bon, donc, vous voyez bien que c'est une farce. Et cette farce, malheureusement, est capable de motiver le politique, comme on l'a vu avec la guerre en Libye. Donc, c'est là-dessus. Et donc, le documentaire, je viens de le terminer, là, et donc, il sera diffusé bientôt. Très bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions et merci à vous qui nous avez regardé, d'avoir suivi cet entretien.